L'article 24.14, alinéa 2, prévoit la nullité des clauses du contrat qui dérogent aux règles relatives à l'intérêt d'assurance. C'est donc dire que les règles relatives à l'intérêt d'assurance sont d'ordre public de direction. Il est alors impossible d'y déroger. Les règles relatives à l'intérêt d'assurance visent à protéger la société. À titre d'exemple, l'assuré a de graves difficultés financières et il sait que si sa maison brûle, il obtiendra une indemnité d'assurance de 300 000 $. Tel que le démontre amplement la jurisprudence, certaines personnes n'hésitent pas, dans ces circonstances, à mettre le feu à leur maison afin de toucher l'indemnité d'assurance. On peut croire que d'autres personnes songent à cette solution, mais y résistent. En effet, si ma maison brûle, je perdrai certains souvenirs de famille qui n'ont pas de prix, ou encore cela traumatisera peut-être mes jeunes enfants. Dans l'hypothèse où j'ai pris une police d'assurance sur la maison de mon voisin, je pourrais être tenté d'incendier sa maison, plutôt que d'incendier la mienne, afin de toucher l'indemnité d'assurance. C'est pour cette raison que les règles relatives à l'intérêt d'assurance sont d'ordre public. Elles visent à protéger la société. L'exigence de l'intérêt d'assurance permet aussi de tracer une distinction nette entre l'assurance et le pari. L'intérêt d'assurance est l'intérêt à préserver le bien. L'assurance de bien a pour objet de protéger l'assuré d'une perte économique. À ce sujet, l'article 2481 précise que la perte doit être immédiate et directe. Si la perte du bien ne cause aucun dommage à l'assuré, il n'y a alors pas de raison pour cet assuré de prendre une assurance sur ce bien. Rappelons qu'il est question d'une perte économique. Si le bien a seulement une valeur sentimentale, telle que vos photos d'enfance ou des bricolages effectués par un enfant, il ne peut y avoir d'intérêt susceptible d'assurance. Mentionnons d'abord que seul l'assuré est visé par l'exigence d'un intérêt assurable dans le bien. En cas d'éventuelle cession du contrat d'assurance, le cessionnaire, qui deviendra le nouvel assuré, sera lui aussi soumis à la même exigence. Nous étudierons le cas du cessionnaire à la fin de cette capsule. Ainsi, le bénéficiaire de l'assurance n'est pas tenu d'avoir un intérêt d'assurance dans le bien. À titre d'exemple, par le biais d'un simple prêt, j'emprunte 20 000 $ afin d'acheter une voiture. Le contrat d'assurance prévoit qu'en cas de perte totale, l'indemnité sera versée à la banque. Dans ce scénario, où la banque n'est pas un créancier hypothécaire, elle n'a pas d'intérêt assurable dans le bien. Cela ne l'empêche toutefois pas d'être désignée à titre de bénéficiaire de l'indemnité en cas de sinistre. La banque ne possède pas un intérêt assurable dans le bien car elle n'est pas propriétaire du bien ni créancière hypothécaire. La perte du bien ne cause donc aucune perte économique directe et immédiate à la banque. En effet, que la voiture existe ou soit une perte totale ne change rien à la situation de la banque qui dispose seulement d'un droit personnel contre l'emprunteur dans cet exemple. À titre de propriétaire, j'ai un intérêt d'assurance dans le bien, de sorte que le contrat d'assurance est valide. L'assuré doit avoir un intérêt assurable au moment même de la formation du contrat, puisqu'il s'agit d'une exigence de la formation du contrat. L'assuré doit également avoir un intérêt assurable au moment du sinistre. Cela est logique, car l'assurance de biens a pour objet d'indemniser l'assuré des pertes matérielles qu'il subit. Si l'assuré n'a plus d'intérêt assurable lors du sinistre, c'est dire que la perte du bien ne lui cause aucune perte économique. Il n'y a alors plus de raison de lui verser une indemnité. L'assuré doit donc avoir un intérêt assurable au moment de la formation du contrat jusqu'au sinistre. Toutefois, l'intérêt de l'assuré dans le bien peut varier entre le moment de la formation du contrat et le moment du sinistre. À titre d'exemple, l'assuré est propriétaire d'un chalet lors de la formation du contrat d'assurance. Il vend le chalet à son voisin et pour garantir le paiement, il devient créancier hypothécaire.
Si l'assuré n'est plus propriétaire, il détient tout de même un intérêt assurable dans le bien puisqu'il détient une hypothèque sur le chalet. Ainsi, si l'acheteur n'est pas en mesure de payer, l'assuré peut exercer ses droits hypothécaires en saisissant le chalet afin de le vendre en justice et espérer être payé par le fruit de la vente en justice. La perte du chalet peut donc causer un préjudice économique au créancier hypothécaire. Regardons maintenant certains scénarios problématiques. Une personne assure un bien alors qu'elle ne détient pas d'intérêt assurable dans le bien. Même si cette personne vient à acquérir par la suite un intérêt assurable dans le bien, et même si cette personne a bel et bien un intérêt assurable au moment du sinistre, le contrat d'assurance n'est pas valide. En effet, s'agissant d'une condition de formation du contrat, l'absence d'intérêt assurable au moment de la formation du contrat est un vice de formation du contrat. Le contrat d'assurance est alors nul. Autre scénario problématique, l'assuré a un intérêt d'assurance lors de la formation du contrat, mais perd momentanément son intérêt assurable pendant un mois. Il retrouve par la suite un intérêt assurable dans le bien. Dans ce cas, lorsque l'assuré a perdu son intérêt assurable, cela provoque la caducité du contrat d'assurance. La caducité survient lorsque le contrat n'a plus d'objet. Dans ce cas, si l'assuré n'a plus d'intérêt assurable dans le bien, c'est dire que la perte du bien n'est plus susceptible de lui causer une perte économique. Dans ce cas, l'assurance de bien, qui, je le rappelle, est destinée à indemniser l'assuré des pertes matérielles qu'il subit, n'a alors plus d'objet. À titre d'exemple, je suis propriétaire d'une guitare. Si ma guitare est volée, je subis alors une perte économique. Si je vends ma guitare et que l'acheteur se la fait voler après son concert, je peux être triste pour l'acheteur, mais je ne subis pas une perte économique. Il n'y aurait alors aucune raison pour qu'un assureur me verse une indemnité. Pour résumer, la perte de l'intérêt d'assurance emporte la caducité du contrat d'assurance, la mort juridique du contrat. La caducité du contrat est donc une cause d'extinction de l'obligation. Étudions plus en détail les personnes susceptibles d'avoir un intérêt assurable dans le bien. Mais avant, regardons quelques scénarios où l'assuré n'a pas un intérêt assurable dans le bien. Tel que nous avons vu en introduction, si l'assuré prend une assurance sur la maison de son voisin, il n'a pas d'intérêt assurable, puisque la perte de la maison de son voisin lui cause aucun préjudice économique. Tel est le cas également du prête-nom. À titre d'exemple, en raison de ses nombreux antécédents criminels, Aline n'est pas en mesure de trouver un assureur qui accepte d'assurer sa maison. Son ami Denis, qui n'a pas d'antécédents criminels, assure donc la maison d'Aline. Denis et Aline conviennent entre eux qu'Aline devra lui rembourser le montant de la prime et que Denis devra, en cas de sinistre, lui verser l'indemnité. Dans ce scénario, Denis, qui est simplement un prête-nom, n'a pas d'intérêt assurable dans le bien assuré. Autre scénario, le voleur ne détient pas un intérêt assurable dans les biens qu'il a volés. Ainsi, la personne qui vole un véhicule n'a pas un intérêt d'assurance dans le véhicule volé. Dernier scénario où l'intérêt d'assurance fait défaut, envisageant d'acquérir les actions d'une compagnie, le potentiel acquéreur assure les biens de la compagnie. Dans ce cas, la perte du bien ne lui cause aucune perte économique directe et immédiate. Regardons plus en détail les personnes ayant un intérêt assurable dans le bien. Le propriétaire a incontestablement un intérêt dans le bien. Il n'est toutefois pas nécessaire d'être propriétaire du bien pour avoir un intérêt assurable. En effet, le bénéficiaire d'une promesse de vente peut avoir un intérêt assurable dans le bien, au même titre que l'acheteur à tempérament et le possesseur de bonne foi. Enfin, le créancier hypothécaire a un intérêt d'assurance dans le bien, car si le bien périt,
il perd alors sa garantie. Le locataire a un intérêt assurable afin de se protéger contre la perte d'usage du bien loué, si cette perte est susceptible de lui causer un dommage. Il ne dispose toutefois pas du droit de percevoir l'indemnité versée afin de reconstruire l'immeuble. L'indemnité auquel il aura droit s'attache à la perte d'usage du bien. À titre d'exemple, si je loue le bien et qu'il brûle, je vais devoir louer une chambre d'hôtel le temps de me relocaliser. Le locataire a également un intérêt assurable pour assurer le bien au profit du propriétaire. En cas de sinistre, le propriétaire recevra l'indemnité. Le locataire n'a toutefois pas l'intérêt pour contracter une assurance sur l'immeuble et être le bénéficiaire de l'indemnité. Autrement, il s'enrichirait en cas de sinistre. Si vous vous demandez pourquoi alors le locataire assurerait l'immeuble du propriétaire, sachez que dans certains cas, le bail commercial oblige le locataire à assurer l'immeuble au profit du propriétaire. Le locataire, qui bénéficie d'une option d'achat à la fin du bail, dispose également d'un intérêt pour assurer le bien. Dernière observation au sujet du locataire, dans le cas d'un bail commercial, le locataire a un intérêt assurable dans les améliorations locatives qu'il apporte au bien loué, même si ces améliorations deviennent la propriété du locataire à la fin du bail. Le propriétaire locataire possède un intérêt assurable dans les améliorations locatives apportées par le locataire s'il demeure sa propriété à la fin du bail. La perte des améliorations cause un préjudice direct et immédiat au propriétaire locataire qui est privé de devenir propriétaire de ces améliorations, lesquelles augmentent la valeur et la rentabilité de son immeuble. L'article 1073 du Code prévoit spécifiquement qu'en matière de copropriété divise, le syndicat des copropriétaires a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives appartenant aux copropriétaires. L'article 2482 prévoit que les biens à venir et les biens incorporels peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance. Il est donc possible de prendre une assurance sur les biens qui n'existent pas encore. Tel est le cas d'une assurance flottante sur les marchandises d'un entrepôt. Cette assurance couvre les marchandises présentes ainsi que celles qui viendront remplacer celles qui sortent. De la même manière, une récolte à venir peut faire l'objet d'une assurance. Enfin, l'article 2483 prévoit que l'assurance de biens peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du titulaire de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de la dite clause. À titre d'exemple, une compagnie effectue du transport de marchandises. Elle peut assurer la marchandise même si elle n'en est pas propriétaire. De plus, il est possible qu'en cours de transport, le propriétaire de la marchandise cède son droit de propriété à une autre personne. Il est également possible que ce nouvel acquéreur cède à son tour son droit de propriété à une autre personne pendant que les marchandises sont encore en cours de transport. C'est pour cette raison que la première phrase de l'article 2483 prévoit que l'assurance de biens peut être contractée pour le compte de qui le bien appartiendra. La compagnie de transport peut assurer la marchandise malgré qu'elle n'est pas propriétaire et malgré qu'elle ne connaît pas l'identité du véritable propriétaire de la marchandise. Dans ce cas, la deuxième phrase de l'article 2483 prévoit que la clause vaut tant comme assurance au profit du titulaire de la police, soit la compagnie de transport, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de la dite clause. La compagnie de transport a un intérêt d'assurance sur la marchandise, tout comme le propriétaire de la marchandise. Dans cet exemple, la nouvelle propriétaire de la marchandise pourra exiger l'indemnité à l'assureur en raison de la perte de la marchandise.
Cette solution s'explique par le mécanisme de la stipulation pour autrui qui consiste à procurer un avantage à un tiers. Dans ce cas, le contrat d'assurance est intervenu entre le titulaire, soit le transporteur, et l'assureur. Le propriétaire de la marchandise est donc un tiers à ce contrat. Le contrat d'assurance peut toutefois prévoir un avantage en sa faveur. Cette stipulation pour autrui confère alors au bénéficiaire, en l'occurrence le propriétaire de la marchandise, le droit d'exiger directement au promettant, en l'occurrence l'assureur, l'indemnité d'assurance pour la perte de la marchandise. Conformément à la théorie générale de l'effet relatif du contrat, l'alinéa 2 de l'article 2483 prévoit que seul le titulaire du contrat est tenu au paiement de la prime envers l'assureur. Ainsi, l'assureur peut uniquement exiger au transporteur le paiement de la prime. Il ne peut l'exiger au bénéficiaire de l'assurance. Conformément au mécanisme de la stipulation pour autrui, l'alinéa 2 de l'article 2483 prévoit que l'assureur peut opposer au bénéficiaire de l'assurance les mêmes moyens de défense qu'il aurait pu opposer au titulaire du contrat. À titre d'exemple, le titulaire a menti à l'assureur lors de la déclaration initiale de risque. L'assureur peut donc opposer la nullité du contrat d'assurance au bénéficiaire de la stipulation pour autrui. De la même manière, l'assureur pourrait opposer au bénéficiaire de la stipulation pour autrui un manquement à un engagement formel de la part du transporteur, manquement qui a pour effet de suspendre la garantie conformément à l'article 2412 du Code civil du Québec. Regardons maintenant la règle applicable à la cession de contrat. La cession de contrat a pour effet de transférer le contrat d'assurance à une autre personne. L'assuré initial transfère son contrat d'assurance à une personne qui deviendra le nouvel assuré. À titre d'exemple, une entreprise développe un appareil médical révolutionnaire. Les coûts liés au développement et à la production de cet appareil sont astronomiques. Le fabricant souhaite donc assurer cet appareil, mais aucun assureur ne veut couvrir ce risque. Après plusieurs démarches, le fabricant finit par trouver un assureur spécialisé qui accepte de couvrir le risque à certaines conditions seulement et moyennant une prime importante. Le fabricant vend par la suite l'appareil médical à un hôpital. Étant au courant des difficultés à assurer l'appareil, l'hôpital exige, comme condition de la vente, que le fabricant lui cède son contrat d'assurance. Par cette cession du contrat d'assurance, l'acheteur vient remplacer le fabricant à titre d'assuré. Le graphique que vous voyez est fort chargé, j'en conviens. Afin de faciliter la compréhension, voici un schéma simplifié de la cession du contrat d'assurance. L'article 2475 prévoit que le contrat d'assurance ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'assureur et qu'en faveur d'une personne ayant un intérêt d'assurance dans le bien assuré. Non seulement l'assureur doit-il accepter le nouvel assuré, mais le nouvel assuré doit avoir un intérêt d'assurance dans le bien assuré, conformément aux articles 2481 et suivants. Avant de conclure au sujet de l'intérêt d'assurance, regardons le rôle du représentant en assurance. Le représentant en assurance de dommages doit déclarer à l'assureur la véritable nature de l'intérêt d'assurance de l'assuré. Il doit veiller à ce que l'ensemble des parties pouvant avoir un intérêt d'assurance dans le bien, incluant le créancier hypothécaire, soient protégées et bien indiquées au contrat. Avant de retirer le nom d'un assuré au contrat d'assurance, le représentant doit vérifier au préalable si cet assuré n'a effectivement plus d'intérêt assurable dans le bien. Il doit donc être prudent en cas de divorce des coassurés. Voilà qui complète l'étude de l'intérêt assurable en matière d'assurance de biens.